Un grand merci à tous. Un grand merci à tous. Vous savez, une des différences fondamentales entre notre tête de liste et la tête de liste d'En Marche, la tête de liste d'En Marche, il la cache. Notre tête de liste, on est fiers de l'entendre. Voilà. Et je suis fier surtout de ce qui s'est passé dans notre famille politique. Je suis fier de ce déclic qui a eu lieu. Je suis fier de voir que semaine après semaine, il y a un élan qui s'est reconstruit, une envie qui est revenue. Je suis fier de ce qu'a fait François-Xavier avec le trio au début, puis ensuite avec tous ceux qui sont autour de lui. Quand les sondages nous donnaient à 8%, et que maintenant on est, selon les sondages, entre 13 à 15%, qu'on est la liste qui a le plus progressé depuis le début de la campagne. Et je suis très confiant dans l'issue, parce que je suis convaincu qu'il y a une dynamique qui nous porte, qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de se jouer dans le pays, et que sous-estiment tous ceux qui voudraient faire quoi? Au fond, ce qu'ils cherchent à nous dire, c'est que c'est la réédition du second tour de la présidentielle. Mais ça n'est pas le troisième tour de la présidentielle. Les Français ont le choix. Sur la table de vote, il n'y aura pas que 2 bulletins. Emmanuel Macron est obsédé par une seule chose. Son seul but, c'est battre Marine Le Pen. Le seul objectif de Marine Le Pen, c'est de battre Emmanuel Macron. Mais les Français ne sont pas là pour éliminer cette fois-ci. Cette fois-ci, les Français peuvent s'exprimer en fonction de leurs convictions. Et je dis à tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la droite et du centre, exprimez-vous par rapport à vos convictions, exprimez-vous par rapport à ce que vous voulez pour la France, exprimez-vous par rapport à ce que vous voulez pour l'Europe. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'éliminer, cette fois-ci, vous pouvez choisir. Choisissez la liste d'union de la droite et du centre. Et en matière européenne, ici, comment ne pas mieux le comprendre? Comment ne pas mieux comprendre ici à quel point ce que proposent tout à la fois Marine Le Pen et Emmanuel Macron est une double impasse? Le Brexit, ce qui est en train d'emmener le Royaume-Uni dans le chaos, ce que vous, mieux que personne, vous savez, parce que vous regardez ce qui est en train de se passer ici de près. Mais quand les Britanniques ont voté, ils ont voté en écoutant exactement les mêmes discours que ceux de Marine Le Pen. Quand les Britanniques ont voté, ils ont voté pour des gens qui portaient exactement les mêmes idées que Marine Le Pen. Et cela aboutit exactement à la même chose, c'est la déconstruction de l'Europe, c'est la déconstruction de l'euro. Je combats Marine Le Pen parce que je suis convaincu que dans cette élection européenne, ce qu'elle propose pour la France, c'est une sortie de l'histoire. Ce serait le pire choix pour notre pays que la déconstruction de l'Europe. C'est pour cette raison que nous nous battons contre Marine Le Pen dans cette élection. Et Natacha, comme tu me le disais si bien, oui, notre famille croit dans l'Europe. Oui, notre famille est pour l'Europe. Oui, c'est notre famille qui a été à l'origine de la construction de l'Europe. Mais l'impasse, l'autre impasse, c'est celle d'Emmanuel Macron qui consiste à croire qu'il faut toujours plus de l'Europe qui ne marche pas. C'est celle qu'il incarne quand dans la première phrase, le premier mot de la première proposition de son programme, c'est taxer. Toujours plus de l'Europe de la bureaucratie, toujours plus de l'Europe des impôts, toujours plus de l'Europe des normes, toujours plus d'élargissement. J'y reviendrai. Il n'a pas compris que les Français croient dans l'Europe, mais qu'ils veulent retrouver l'Europe qui marchait. Ils veulent retrouver l'Europe qui fonctionnait.
Ils veulent que nous refondions l'Europe. Ils veulent une Europe puissance qui soit capable de faire le bras de fer avec les États-Unis et la Chine. Ils veulent une Europe qui soit capable de nous défendre parce qu'elle sait qui elle est. C'est cette Europe que nous voulons retrouver. C'est cette Europe à laquelle Emmanuel Macron, lui, tourne le dos. Son seul objectif, c'est une fuite en avant. Il croit que l'on peut construire l'Europe sur les décombres des nations. Nous voulons une Europe qui s'appuie sur les États, qui s'appuie sur les nations, qui s'appuie sur les frontières. C'est une Europe civilisation que nous voulons. Pour mener cette refondation, j'ai voulu qu'on fasse confiance à une nouvelle génération. J'ai voulu que cela puisse être François Xavier qui tire notre liste. Parce que je crois que la politique a besoin de reprendre un peu de hauteur. Je crois que la politique s'abîme tellement avec ceux qui changent d'avis au gré des sondages. Que la politique s'abîme tellement avec ce jeu des petites phrases. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous emmène vers le haut. Et vous savez, François Xavier évoquait ce débat. Ce débat de France Télévisions, chacune des têtes de liste était sommée d'emmener un objet qui incarnait sa vision de l'Europe. Et quand je les voyais les uns après les autres, je me disais, mais c'est pas possible que la politique soit devenue ça. On avait le général de Gaulle et Pierre Mendès France, et maintenant on a ça. La tête de liste du Rassemblement national était venue pour incarner sa vision profonde avec une passoire rouge. Une autre tête de liste était venue avec une paire de menottes sur lesquelles il avait mis des petits autocollants jaunes. La tête de liste d'En Marche, depuis il ne l'en voit plus dans les médias, était avec des piments d'Espelette. Et nous, notre tête de liste, était venue avec un livre. Et quel livre? L'Iliade d'Homère, c'était quand même autre chose. Merci François Xavier de tirer la liste vers le haut. Avec des talents tout autour de toi. Ils ont été évoqués, je n'y reviens pas, que ce soit Faustine, Léa, Karine, tous ceux qui sont ici. Il y a autre chose qui me fait plaisir, c'est le rassemblement. Je déteste quand notre famille politique se déchire. Et j'aime quand notre famille politique se rassemble. Et dans cette campagne, semaine après semaine, notre famille politique s'est rassemblée et elle s'est unie. Et comme je suis heureux quand j'ai Natacha à mes côtés, qui est non seulement une amie, qui est une compagnon de route, mais qui a ce caractère ingérable que j'adore. Natacha, ne change pas, c'est parce que tu es ingérable que je t'aime. Et c'est parce que tu es ingérable que tu as métamorphosé Calais. Et j'aime qu'il y ait à ses côtés Pierre-Henri, qu'il y ait Daniel, qu'il y ait tous ceux qui sont venus de toute la région, du Nord bien sûr, avec Sébastien et Brigitte, de la Somme, avec Alain qui est de ce côté-là, avec les autres élus de la Somme qui sont aussi présents. Tout le monde est là et ça me fait plaisir. Et j'aime qu'il y ait ce rassemblement et cette unité de notre famille des Républicains. Le maire de Reims, le maire de Nice, le maire de Toulouse, ils sont tous venus et au fur et à mesure de la campagne, ils nous ont apporté leur soutien. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses, c'est quand notre famille est unie et rassemblée, parce qu'alors elle est invincible. Et une unité que nous avons faite avec la droite et le centre, parce que notre liste est la liste d'union de la droite et du centre avec les centristes d'Hervé Morin. Et une liste que nous avons faite parce que je l'ai voulu aussi, parce que je n'aime pas la façon dont on parle des chasseurs sur la liste d'En Marche. Je n'aime pas les propos inacceptables de mépris qui sont tenus par un certain nombre de personnes qui sont sur la liste d'En Marche. Et moi, je n'oublie pas que si l'on veut aboutir au respect et à l'équilibre de la biodiversité, les chasseurs sont une composante dont nous avons besoin, comme les pêcheurs, et qu'eux connaissent la réalité de notre milieu naturel. Alors, j'ai vu ce matin que le Premier ministre insultait la droite Trocadéro. Étonnant Premier ministre. Étonnant Premier ministre, et quand parfois je l'écoute ou je le lis, je me dis que définitivement, il ne sait plus dans quelle rue il habite, il ne sait plus dans quel quartier il habite, mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'en tout cas, il n'est pas rive droite. Il n'est clairement pas rive droite. Ce Premier ministre
explique donc qu'il n'aime pas la droite Trocadéro. Mais la réalité, c'est qu'il n'aime pas la droite tout court. La réalité, c'est qu'il n'aime plus la droite. Il n'aime plus la droite Trocadéro parce que c'est la droite qui ne renonce pas. Il n'aime pas la droite Trocadéro, celle qui était aux côtés de Nicolas Sarkozy comme de François Fillon, parce que c'est la droite qui ne baisse pas la tête. Il n'aime pas la droite Trocadéro parce que c'est la droite qui ne trahit pas, lui qui a rejoint Emmanuel Macron à l'arrière d'une voiture conduite par Benalla avec une couverture sur la tête. Il n'aime pas la droite Trocadéro parce que c'est celle qui lui dit « Non, monsieur le Premier ministre, non, monsieur le Président de la République, ce que vous faites, ça n'est pas une politique de droite. On n'est pas à droite quand on traite comme ils l'ont traité les retraités de France en leur prenant 8 milliards d'euros. On n'est pas à droite quand on est incapable en 2 ans de faire le moindre économie sur la dépense publique et quand on est réduit d'une façon ou d'une autre à prendre dans la poche des Français. On n'est pas à droite quand dans le programme de sa liste, on ne mentionne même pas l'islamisme et que la tête de liste, Madame Loiseau, explique que pour elle, il n'y a aucune différence entre le voile islamique et le fichu que portaient nos grands-mères. Honte à celui qui peut porter cela. On n'est pas à droite quand on fait soutenir sa liste par Cohn-Bendit et que le numéro 2 de cette liste est un ancien ministre de François Hollande qui s'est toujours opposé à toute régulation contre l'immigration irrégulière. On n'est pas à droite quand on est incapable de rétablir l'ordre semaine après semaine et que celui qui est censé incarner la fermeté est un ministre de l'Intérieur comme M. Castaner, dont on a compris la réalité de ce qu'il inspirait. Et enfin, mes amis, on n'est pas à droite quand le directeur de campagne de la liste En Marche a osé déclarer que, bien évidemment, dès l'élection passée, il ferait des alliances avec les socialistes au Parlement européen et qu'ils avaient l'intention de siéger avec les socialistes. Nous sommes à droite. Nous, la droite est de retour. Et je le dis à tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la droite, c'est le moment de vous exprimer. Faites le choix de la seule liste qui porte à la fois la conviction de l'Europe et les valeurs de la droite et du centre dans cette campagne européenne. L'Europe. L'Europe. François-Xavier est sans doute le seul à vraiment parler d'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Qu'ont fait les pères fondateurs quand ils ont choisi ce drapeau? Sur ce drapeau, ils ont mis les étoiles de la couronne de la Vierge. Les étoiles de la couronne de la Vierge. Que fait le général de Gaulle quand il veut réconcilier la France et l'Allemagne et jeter sur les fonds baptismaux les élans qui porteront ensuite la construction européenne? Quel lieu choisit-il? Il ne va pas à Bruxelles, il ne va pas à Paris, il ne va pas à Berlin. Il va dans la cathédrale de Reims. Il va dans cette cathédrale qui avait été détruite par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et il montre ainsi que c'est aux origines de nos racines chrétiennes et de notre histoire qu'il va aller puiser la refondation de l'Europe. Que font-ils? Que font-ils? Mais comment ne pas le voir? Ils font évidemment un projet de civilisation. Ce qui les hante, c'est une question toute simple. Comment assurer un avenir à ce que nous sommes? Comment faire en sorte que ce que nous avons reçu puisse ensuite être transmis? C'est cela qui les habite. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Parce que c'est la même question qui nous hante. Comment arriver à assurer l'avenir de l'Europe? Comment faire en sorte que la voie si singulière de notre civilisation ne se perde pas? Comment faire en sorte que nous ne soyons pas forcés de changer de mode de vie alors que nous ne le souhaitons pas? Pourquoi êtes-vous là? Parce que nous aimons tous notre identité, notre culture, notre civilisation, que nous voyons les menaces, la Chine, les États-Unis, l'islamisme, le danger de décrochage de notre économie, et que nous, ce que nous voulons, c'est redonner un avenir et du souffle à cette civilisation européenne. Et François-Xavier est le seul à parler de cela. Les autres parlent de bureaucratie, les autres parlent de Commission européenne, les autres parlent de Bruxelles, les autres parlent de l'Union européenne. Nous parlons de l'essentiel. Nous parlons de la civilisation, nous parlons de notre identité, nous parlons de notre culture, nous parlons de nos valeurs, nous parlons de ce que nous aimons du fond de notre cœur, parce que nous savons que si cela est perdu,
tout le reste sera perdu. Marc. Et je suis très heureux que notre meeting se soit tenu ici, dans le Calaisis. Parce que le Calaisis, ce ne sont pas seulement des résistants, ce sont des guerriers. Parce que dans le Calaisis, même quand tout semble abattu, on ne renonce jamais. Et moi, j'aime qu'on combatte ainsi en ayant la passion charnelle de son territoire. C'est des choses qui me parlent. Marc. Marc, ça veut dire la frontière. Une civilisation, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est d'abord une frontière. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur et il y a quelque chose qui est à l'extérieur. Eh bien, mes amis, je vous le dis, dans cette campagne, une de nos différences majeures par rapport à la liste d'En Marche, c'est que la liste d'En Marche est pour l'élargissement. Emmanuel Macron a expliqué qu'il fallait ouvrir l'Europe aux Balkans. Il s'apprête à ouvrir les négociations pour l'adhésion de l'Albanie, mes amis, à l'intérieur de l'Union européenne. Et il est allé dire à Bucarest qu'il fallait que la Bulgarie et la Roumanie entrent le plus vite possible à l'intérieur de l'espace Schengen. C'est une folie. Dites-le autour de vous, c'est une des raisons essentielles pour lesquelles il ne faut pas signer de chèque en blanc pour la liste En Marche. Nous, notre discours est très clair. Tous ceux qui sont sur notre liste signeront mercredi une charte d'engagement dans laquelle ils s'engagent à voter contre toute décision qui aboutirait à un élargissement supplémentaire de l'Union européenne. Et il y a eu trop de pays. Et la deuxième, et vous le savez ici mieux qu'ailleurs, si on a des frontières, c'est qu'il faut les défendre. Natacha, d'abord, je veux le dire, je n'aime pas que Calais soit résumé à cela. Calais, c'est bien d'autres choses. Calais, c'est le dynamisme de ses commerçants. Calais, c'est un port qui, alors que tout espoir semblait perdu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et que tout était détruit, a su complètement se reconvertir. Calais, c'est une de nos principales façades maritimes. Calais, c'est la fierté de tous les labels que tu as réussi à avoir, et notamment très récemment ce label du patrimoine. Calais, c'est cela d'abord. Attention là-dessus. Parce qu'il y a la dentelle de Calais, mais il y a surtout la dentelle du Puy-en-Velay. Et ça, c'est ma ville. Et là, je ne rigole pas. Mais mes amis, comment ne pas comprendre quand on vient ici à quel point on s'est mis la tête à l'envers? Bien sûr, les choses vont mieux, et elles vont mieux parce que Natacha s'est battue. Mais la France, ça ne peut pas être ça. J'étais tout à l'heure dans l'entreprise Paulet, une entreprise extraordinaire, fondée par le grand-père qui transportait du charbon, développée par le père qui a fait 10 salariés, transformée par le petit-fils qui a réussi à en faire une très belle entreprise qui fait 70 salariés et qui embauche. Je vous parlerai d'un échange que j'ai eu avec une des salariés et qui dit beaucoup de choses pour moi de ce que nous voulons pour l'Europe. Mais il est obligé de se protéger avec des barbelés. Il est obligé d'avoir un garde-chien. Il est obligé de faire passer tout camion qui veut ensuite prendre le tunnel ou aller prendre les bateaux dans le port à travers un détecteur pour vérifier qu'il n'y a pas un migrant qui a éventré les choses et qui ne s'est pas caché derrière une caisse. Et c'est cela l'Europe. Ça ne peut pas être cela l'Europe. Et le ministre de l'Intérieur vient ensuite ici en disant de toute façon, il faudra s'habituer à avoir régulièrement des gens qui sont ici et qui n'ont aucune raison d'être ici. Eh bien, je le dis, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas à la France de faire le garde-frontière pour le Royaume-Uni. Que le Royaume-Uni gère lui-même ses demandeurs d'asile. Voilà ce que nous devons exiger. Et oui, comme François-Xavier l'a expliqué, nous demandons que toutes les demandes d'asile soient faites sur le continent africain. Parce que quand les gens sont chez nous, c'est trop tard. C'est trop tard. Et la deuxième chose, on nous parle d'une immigration familiale, mais il suffit de venir à Calais pour comprendre que ça n'est pas une immigration familiale. Il suffit de venir ici pour le comprendre. Il suffit de comprendre que cela n'a pas de sens et que ça n'est pas la vraie générosité. Natacha, comme tu l'as très bien dit, la vraie générosité, c'est la vérité. La vérité, c'est celle qui consiste à dire que l'avenir de l'Afrique ne peut pas être en Europe.
L'avenir de la jeunesse africaine doit être en Afrique. Et nous, notre devoir, c'est d'aider le développement de l'Afrique et de demander en contrepartie que les pays africains s'engagent à reprendre leurs ressortissants qui sont entrés irrégulièrement sur le continent européen. Ça, c'est la vraie générosité. L'avenir est en Afrique. Une civilisation, ensuite, ce sont des projets communs. Nous ne sommes pas pour l'Europe des normes. Nous ne sommes pas d'ailleurs pour que la France rajoute encore des normes aux normes, parce que nous, comme on croit être plus intelligents que tous les autres, quand l'Europe fait une norme, les Belges prennent la plus simple, les Allemands prennent la plus simple, et nous prenons la plus folle. Et les Britanniques, eux, à ce stade, refusent même de les appliquer, c'est encore plus simple. Pas les normes, les projets. L'Europe qui nous parlait. Pourquoi l'Europe ne fédère-t-elle pas tous les centres de recherche d'Europe pendant 5 ans pour les faire travailler sur ce défi immense que sont les maladies neurodégénératives, qu'est Alzheimer? Moi, vous savez, j'ai une grand-mère que je chérissais plus que tout. Une grand-mère qui m'a élevé. Ma maman était toute seule et travaillait. Cette grand-mère, elle était belge, parce que j'ai un quart de sang belge. Vous le savez, ma famille a une partie de ses racines ici, entre la Belgique et la France, sur ce territoire du Nord. Cette grand-mère, elle a été emportée par cette maladie. Et pour moi, c'était une épreuve terrible de la voir, elle, qui avait tellement d'énergie, tellement de dynamisme, qui était si intelligente, si brillante, et qui était emportée par cette maladie terrifiante, où au fur et à mesure, vous perdez le contact avec l'être cher, où vous avez l'impression qu'on vous vole votre mémoire, ce que vous avez de plus précieux, et qui normalement reste, y compris après la mort. Et où les derniers instants sont des instants que vous voudriez vivre si intensément, et dans lesquels on vous prive de l'échange, les derniers mots d'échange que vous pouvez avoir. C'est une épreuve qui est une épreuve psychologique, c'est une épreuve morale, et c'est une épreuve physique aussi pour les familles qui y sont confrontées. C'est sans doute le pire fléau du XXIe siècle. Je rêverais que l'Europe se fixe ça comme enjeu, et qu'on puisse revenir en disant, vous voulez savoir à quoi sert l'Europe? Eh bien l'Europe a servi à vaincre la maladie d'Alzheimer, et redonner juste ce repos, ces dernières minutes, ces instants, aux familles qui ont été frappées par Alzheimer, que d'ailleurs les gens qui partent soient jeunes ou âgés, parce que la maladie d'Alzheimer frappe sans distinction. Ça, c'est l'Europe à laquelle je crois. C'est l'Europe des projets. Et l'autre Europe que j'aime, c'est celle du travail. Le travail. Ici, on sait ce que c'est que le travail. Ici, on s'est toujours battu pour remonter la pente quand tout semblait perdu. Ici, on est attaché à cette valeur. Dans cette entreprise où j'étais, il y avait une femme qui a forcé mon respect, Coralie. Elle avait perdu son job. Elle est repartie sur un parcours d'insertion, commerçante. Elle avait été ruinée, elle était repartie. Elle m'a dit, je n'étais pas dans le bon créneau, pas avec le bon associé, j'ai tout perdu. Et elle est repartie tout en bas. Elle a suivi un parcours d'insertion. Elle a passé son CACES. Quand on est une femme, c'est pas facile. Et elle était employée dans cette entreprise de transport où elle était dans le hall logistique et où, avec son chariot, elle s'occupait d'organiser le stock. Eh bien, cette femme, elle a forcé mon respect. Parce que pour une Coralie, combien y en a-t-il qui, eux, restent tranquillement chez eux à vivre des prestations sociales, à cumuler et à vivre de l'assistanat? Ça n'est pas le vrai social. Le vrai social, c'est celui de Coralie. Le vrai social, c'est celui qui consiste à aider les gens qui sont en difficulté, parce que tout le monde peut être en difficulté, mais leur tendre la main en leur disant « il faut se retrousser les manches, ce ne sera pas facile, mais on va vous aider ». Parce que le vrai social, comme le disait ma grand-mère, ça n'est pas de donner du poisson, mais c'est de réapprendre à pêcher. Moi, je ne crois pas au social par l'assistanat, je crois au social par le travail. C'est ce social-là que j'aime. Et dans notre famille politique, on est fiers de ceux qui travaillent. On défend nos entreprises. Il faut redéfendre la préférence européenne pour nos entreprises. Et il faut retrouver la préférence européenne pour nos agriculteurs. Il y a dans cette salle des agriculteurs. Je veux le dire qu'on est fiers de ce qu'ils font. La France a la chance d'avoir des exploitations agricoles familiales qui font du bon travail. Arrêtons de critiquer nos agriculteurs. Et retrouvons la préférence agricole. Le gouvernement s'apprête à mettre des boulets aux pieds à nos agriculteurs et ensuite importer de la viande du Brésil et d'Amérique latine bourrée aux activateurs de croissance. Et on fait la même chose avec les céréales. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et la dernière chose, mes amis, avec laquelle je voudrais conclure.
Une civilisation, c'est une culture. Une culture, c'est précieux. Une civilisation, c'est fragile. En ce moment, vous le savez, il y a des gens qui veulent mettre à bas tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons. Parfois des gens qui sont nés sur le sol français, nés sur le continent européen, et qui ont tourné leur haine contre la France et contre l'Europe. Et nous ne faisons rien. Et dans son programme, la liste En Marche n'évoque même pas une fois le mot islamisme, même pas une fois. Quand on a fondé la République française et qu'il y a eu la laïcité, on a exigé de l'Église catholique bien des efforts pour s'adapter, et elle les a faits, pour concilier la République avec ce qu'était l'Église catholique. Et aujourd'hui, nous avons face à nous un intégrisme, l'islamisme politique, qui tue, qui abat, et on ne fait rien. Nous portons des revendications qui sont claires pour faire en sorte qu'il y ait un pacte européen contre l'islamisme. Il faut prendre les vraies mesures. Les vraies mesures, ça veut dire d'abord qu'il faut fermer toutes les mosquées salafistes en Europe. Il faut fermer toutes les mosquées salafistes en Europe. La deuxième chose, bien sûr, qu'il faut faire, c'est que quand un imam prêche la haine, il faut le mettre dehors. Parce qu'un imam qui prêche la haine, il n'y a aucune raison qu'il reste sur le sol français. Arrêtons de laisser le travail de propagande se faire à l'ombre de nos mosquées. Et c'est un tort aussi, parce que quand on laisse ce travail-là se faire, on laisse petit à petit les musulmans modérés être obligés de baisser le regard, parce qu'on laisse les intégristes prendre la main sur les quartiers. Ça n'est pas cela la République. Ça n'est pas cela la République. Et la dernière chose, là-dessus, les djihadistes. Vous savez, je suis allé à Mossoul, parce que dans ma région, nous avons un programme de soutien aux minorités chrétiennes en Orient. J'ai vu ce qui s'était passé là-bas. J'ai vu cette ville qui a été rasée. J'ai échangé avec un père de famille qui avait perdu tous ses enfants, ses 7 enfants, qui avaient été tués et massacrés juste parce qu'ils n'avaient pas la bonne religion. J'ai vu cet immeuble où les djihadistes prenaient ceux qui ne partageaient pas leur religion, leur mettaient un sac sur la tête et les précipitaient du haut du building pour qu'ils agonisent pendant des heures ensuite en ayant le cou brisé. J'ai vu ce terrain de foot où ils faisaient jouer des gamins de 10 ans, pas avec des ballons de foot, mais avec les têtes de ceux qu'ils avaient décapités. Cela, mes amis, sont les atrocités qui ont été commises là-bas. Et le président de la République, le gouvernement, a accepté que 200 djihadistes reviennent en France. Nous demandons une seule chose. Nous demandons une seule chose. Que l'Europe crée un tribunal international en Irak. Que ce tribunal international juge en Irak les djihadistes. Qu'ils soient condamnés en Irak et qu'ils restent en Irak. Ils ne doivent pas revenir en France ou en Europe. Et comment tout cela s'est passé? Ici, on est sur un territoire dans lequel, et je suis sûr que bien des visages ici pourraient en témoigner, on s'est construit avec aussi des apports de populations qui venaient d'ailleurs. Des gens qui venaient de Belgique, qui venaient de Pologne, qui venaient d'Espagne, qui venaient du Portugal, qui venaient d'Italie, qui venaient du sud de la Méditerranée et qui se sont intégrées. Elles se sont intégrées parce qu'en arrivant, elles disaient à leurs enfants, nous venons ici pour travailler. Ne me fais pas honte. Respecte les règles de ce nouveau pays. Apprends dur, étudie dur, apprends le français, écoute à l'école. Et surtout, comprends qu'à compter de ce jour, la France, c'est ton pays. Voilà ce qu'était l'extraordinaire histoire de l'intégration française. Et que s'est-il passé? Mais nous avons inversé ce devoir d'intégration. Nous avons cru qu'accueillir l'autre, c'était faire en sorte que c'était à nous de nous adapter au mode de vie de l'autre, au lieu de comprendre que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est qu'il faut prendre par la main celui qui arrive pour lui expliquer ce que sont les règles, ce qu'est le mode de vie du pays dans lequel il a choisi de s'installer.
Ça n'est pas à la France de s'adapter à celui qui vient de l'étranger, c'est à celui qui vient de l'étranger de s'adapter à la France. Ça, c'est la vraie intégration. Ça, c'est la bonne intégration. Eh bien, pour cela, mes amis, il faut retrouver la fierté de ce que nous sommes. Oui, il faut faire en sorte que les racines chrétiennes soient réinscrites dans les traités européens. Oui, il faut réenseigner l'histoire de France dans nos écoles. Oui, nous ne pouvons pas accepter que l'on renonce à faire, par exemple, un voyage de classe à la cathédrale de Reims parce que vous avez des élèves qui vont expliquer que ça n'est pas compatible avec leur religion. Oui, on ne peut pas accepter que dans un hôpital, il y ait un médecin homme auquel on dise qu'il ne peut pas intervenir sur une patiente femme, même si elle est en urgence vitale, parce que ça n'est pas compatible avec sa religion, vous explique son mari. Oui, on ne peut pas accepter en France qu'une femme dans un quartier n'ait plus le choix de la façon dont elle s'habille parce qu'on lui explique que la religion l'oblige à se couvrir. Ça n'est pas cela, la France. À chaque fois que nous reculons sur un petit bout de ce que nous sommes, c'est une partie de notre civilisation que l'on perd. Pourquoi, mes amis, pourquoi n'ai-je jamais voulu renoncer sur la question des crèches, ce symbole qui semble en apparence si anodin, parce que les crèches, c'est un petit bout de ce que nous sommes et qu'à chaque fois qu'on se soumet, à chaque fois qu'on recule, on se perd. Je ne veux pas de cela. Alors retrouvons, oui, dans cette campagne des Européennes, la fierté de notre culture. Ici, vous êtes dans le Calaisis. Ici, c'est ce site magnifique qui est au confluent de la mer du Nord et de la Manche. Ce site magnifique où commence la côte d'Opale, où seuls ceux qui ne sont pas venus n'ont pas pu se laisser ébahir par la qualité extraordinaire de la lumière dans les ciels qui sont traversés par le vent. Moi, j'aime cette côte d'Opale parce qu'elle dit quelque chose du dynamisme, de la pugnacité et de la beauté de la nature quand elle est aussi authentique. Ici, c'est Calais. C'est un endroit qui a souvent vécu les épreuves, qui a marqué l'histoire de France à travers l'héroïsme de sa résistance face à l'envahisseur anglais. Les bourgeois de Calais, cela dit quelque chose de ce qu'est l'esprit de la résistance ici. Ici, à Calais, plus des 2/3 de la ville ont été plusieurs fois mis à bas et jamais vous n'avez renoncé. Ici, à Calais, comme dans ce territoire du nord de la France, des Hauts-de-France, vous remontez toujours la pente, même quand tout semble perdu. Eh bien, j'aime cela. Il n'y a pas de destruction définitive. Il n'y a jamais d'espoir définitivement perdu. Il n'y a jamais rien qui ne peut pas être reconstruit. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de porter cet emblème, refonder l'Europe, rétablir la France? Parce que précisément ici, à Calais, plus qu'ailleurs, vous le savez, on ne renonce jamais. On ne baisse jamais le regard. On regarde toujours vers la mer, on regarde toujours vers l'horizon et on arrive à déjouer les pires tempêtes et les pires défaites. C'est cela ce que je vous demande de faire. Il nous reste 14 jours. La reconstruction de notre famille politique a commencé. La capacité à faire résonner à nouveau avec fierté ce qu'est la voix de la droite a commencé. Je suis convaincu que la France et l'Europe en ont besoin. On peut déjouer dans cette campagne tous les pronostics, mais j'ai besoin de vous. Il y a quelque chose qui a commencé. Aidez-nous dans ces 14 jours pour le transformer en un mouvement qu'on n'arrêtera plus. Vive la France et vive l'Europe!